Bonjour à tous. On est aujourd'hui tout ensemble pour parler du Meetup Fire numéro 12. On va passer une grosse heure ensemble et on a la grande chance d'accueillir des super intervenants aujourd'hui, Guillaume, Christian, Luc et Clément qui sont avec nous. Je vois que les gens sont en train d'arriver. N'hésitez pas à utiliser tous les outils de Livestorm que vous avez. Donc, il y a le chat et l'onglet questions. Et je vais commencer le meet-up par une toute petite introduction du constat de pourquoi le meet-up existe, quels sont nos objectifs et comment on peut rester en contact à la suite de l'événement. Tout d'abord, très rapidement, je me présente. Donc, je m'appelle Julie et je travaille chez Résilience. On développe une solution de remote patient care et je n'ai pas partagé mon écran. C'est très bien. Hop, voilà. On développe une solution de remote patient care et c'est une solution qui est dédiée donc à la fois au suivi à distance et à l'accompagnement des patients et des patientes atteints de cancer. Et je vous en parle aujourd'hui parce qu'on a 8 postes ouverts chez Résilience. Donc vous pouvez aller voir sur Welcome to the Jungle. Il y a des postes ouverts dans pas mal de secteurs chez nous. Pour vous donner du contexte au meet-up et surtout aux personnes qui n'auraient jamais participé à un meet-up précédent, il est né d'un constat il y a 4 ans du nombre de solutions e-santé qui explosent, énormément de startups sur le terrain, l'innovation qui n'arrête pas de grandir. On le voit encore aujourd'hui avec notamment les solutions autour de l'intelligence artificielle. Dans le monde, on entend de plus en plus parler de Fire. Et l'an dernier, à partir du 31 décembre 2022, il est rendu opposable aux États-Unis dans la loi. Donc, ça devient vraiment plus en plus officiel, développé, utilisé dans le monde. Et d'un autre côté, le constat, c'était qu'il y avait très peu d'experts, de connaissances en France. Il est très compliqué d'obtenir de l'information concrète sur le déploiement du standard Fire sur le terrain. Et ça reste un standard récent, du point de vue en tout cas des hôpitaux et du terrain. Le développement et le déploiement du standard est assez lent. Et donc l'idée, c'était de créer un groupe, une communauté qui est ouverte à tous pour partager des retours d'expérience de l'utilisation du standard Fire. Donc c'est super important de partager cette expérience parce que pour le rappeler aux personnes qui connaissent pas encore trop l'utilité du standard Fire, c'est que c'est une norme qui permet de structurer les solutions de e-santé et c'est surtout, ça leur permet de mieux communiquer ensemble, de faire de l'interopérabilité entre les systèmes. Donc, si on ne connaît pas l'état du secteur, il est compliqué de s'intégrer avec ces solutions-là. Le deuxième axe de la communauté, c'est vraiment partager la connaissance et donner l'accès euh, aux experts, aux gens qui l'utilisent concrètement sur le terrain. Donc, on a un Slack avec plus de 400 personnes dessus et merci, un grand merci aux personnes qui participent et qui répondent aux questions. Donc, ça, c'est vraiment super important. Et le troisième axe, donc, c'est continuer d'évangéliser le standard, de pouvoir le mettre en place au maximum sur le terrain. Et finalement, l'objectif, c'est d'avoir un cercle vertueux qui permette de manière globale d'accélérer l'innovation, à la fois pour les patients et les soignants, pour rendre la donnée plus disponible, les projets d'intégration plus rapides et à la fin, faire en sorte que les solutions soient déployées plus rapidement sur le terrain. C'est la 12e édition. Donc, sur le groupe Meetup, il y a plus de 1400 membres. On a beaucoup de sociétés qui sont venues partager leur retour d'expérience. Et donc, si vous aussi, vous travaillez sur le standard Fire, que ce soit dans un domaine de recherche ou sur le terrain en implémentation, n'hésitez pas à venir nous en parler pour présenter à votre tour votre projet. Et le Meetup Fire, c'est en ligne là maintenant, mais c'est aussi hors ligne entre les événements. Donc il y a un Slack, je vous en ai déjà parlé, il est ouvert à tous. Il y a une chaîne YouTube qui recense toutes les vidéos des précédents événements. Donc il y a pas mal de vidéos disponibles. Et celle d'aujourd'hui sera aussi disponible sur le Slack, mais restez quand même là, ne partez pas, il y aura l'occasion d'interagir en live. Et j'aime bien aussi le noter, il y a un chat international
autour de Fire avec vraiment tous les experts internationaux qui sont très disponibles et qui partagent énormément d'informations sur ce Slack. Voilà pour ça. Les meet-up, bah, oui. TikTok n'a pas été ouvert encore, Julie. Comment? TikTok n'a pas été ouvert encore pour Fire. Non, pas de TikTok. C'est gentil, merci. Mais on y pense. On y pense. Instagram non plus, il n'y a pas. Les Meetup Fire, c'est aussi en vrai. Malheureusement, celui-là est en distanciel parce que c'est quand même beaucoup plus simple à organiser, mais on a fait beaucoup d'éditions en vrai. Vous avez ici les photos chez Doctolib, à l'Institut Curie, chez Arcane, Paris Santé Campus le dernier, et je remercie chaudement l'ANS et Nicolas Riss qui a animé le dernier Meetup pendant mon absence. Donc, c'est aussi en ligne. Et avant de se voir, peut-être pour la prochaine édition en ligne, je vous partage quelques événements sur lesquels alors, je serai présente et puis j'espère que de nombreux membres de la communauté seront présents. Il y a Santexpo le 23 mai avec un parcours expert patient, donc autour de l'expérience patient et de l'interopérabilité du patient qui est organisé par Interop Santé, qui est ouvert à tous et qui est un super moment pour échanger avec d'autres éditeurs. Il y a le Fire Dev Days à Amsterdam qui est vraiment dédié à l'interop et donc qui est ouvert à la fois aux débutants et aux experts avec énormément de présentations sur beaucoup de sujets autour de Fire. Et enfin, un connectathon, donc qui est une grande messe de l'interopérabilité européenne. Et une journée industrielle sera organisée par l'ANS à Rennes. Donc, c'est un peu moins loin, un peu moins compliqué d'y aller. Et ça se passe en septembre en 2023. Et sans traîner, je vais présenter le programme d'aujourd'hui. Donc, on a 1 heure ensemble avec 3 sujets totalement différents. Une start-up, Nabla, qui développe des outils autour de l'intelligence artificielle, des outils dédiés aux soignants. On a Intersystem, qui est vraiment plutôt le côté serveur, avec une présentation de SQL et un cas concret d'usage sur le terrain du CHU de Toulouse, ma ville natale. Donc, quel plaisir d'accueillir Luc qui va nous présenter ce projet-là avec Christian Couder, qui du coup travaille au CHU de Toulouse. S'il n'y a pas de questions pour démarrer, je vais laisser la main du coup à Clément pour commencer la présentation. N'oubliez pas, je l'ai déjà dit au début, mais n'oubliez pas, vous pouvez poser toutes vos questions sur l'onglet dédié et on tâchera d'y répondre à la fin de chaque présentation. On dédiera 5 minutes à chaque présentation pour les questions. Voilà, j'arrête le partage et je te donne la main, Clément, pour démarrer sur Nabla. Super, merci beaucoup Julie. Je partage mon écran. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? C'est bon? Normalement, ça C'est devrait. super, oui. Ouais. Génial. Alors, juste moi, en une phrase pour que je me présente, je m'appelle Clément Baudelaire, je travaille à Nabla et je suis product manager, notamment sur la partie machine learning, qui est un petit peu la marque de fabrique de Nabla. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du retour d'expérience qu'on a de Fire. Donc, je pense que je m'inscris bien dans la première case que mentionnait Julie sur l'intérêt de ce meetup. Je pense qu'aujourd'hui, ma présentation, c'est vraiment vous donner notre ressenti de comment implémenter Fire, pourquoi, ce que nous disent en gros nos clients, ce que nous disent nos prospects, comment on a choisi de prioriser certaines choses ou pas, comment on a choisi d'aller profondément ou pas dans suivre exactement le modèle Fire. Donc voilà, je m'inscris plutôt dans cette première case de retour d'expérience et j'espère que ça permettra à un certain nombre d'entre nous d'avoir quelques idées et de se projeter un petit peu avec l'utilisation de Fire. Donc Nabla, en une phrase, c'est une startup qui s'adresse aux médecins pour leur faciliter la documentation médicale. Donc on a tendance à dire que, en gros, Nabla, si votre documentation est plus efficace et de meilleure qualité, alors vous allez avoir des meilleurs soins parce que les soignants ils vont être plus heureux et plus contents parce qu'ils vont taper moins de temps sur leur ordinateur à taper des choses et plus de temps avec leurs patients. Et aussi parce que du coup, vous avez une documentation médicale de meilleure qualité et donc du coup, une meilleure compréhension de ce qui se passe sur les patients. Une meilleure communication entre les professionnels de santé qui vont mieux comprendre ce qui se passe
quand un patient a un parcours de soins un petit peu compliqué. Donc c'est ça vraiment notre motto à Nabla, c'est Better Documentation, Better Care. Et si on va un peu plus dans le détail, on essaye d'automatiser au maximum la documentation clinique, tout en ayant bien sûr le professionnel de santé dans la boucle, pour essayer de lui redonner du temps, et notamment du temps médical. Et on le sait, je pense que vous avez vu ces stats comme moi, il y a à peu près 40% du temps de médecin qui est consacré à la documentation clinique. Ça, il y a plein d'études qui le montrent, donc c'est absolument énorme, 40% du temps médical. Et on parle aussi en parallèle de pénurie de médecins. Donc en fait, il y a deux options. Soit on augmente le nombre de médecins, soit on rend les médecins plus efficaces, avec notamment des outils plus efficaces. Et c'est ce créneau-là qu'a choisi de prendre Nabla. Il y a aussi une stat qui est assez intéressante, c'est que, vous savez, il y a ce problème du burn-out chez les médecins, pour plein de raisons. Mais une des raisons importantes, c'est justement la documentation clinique et la paperasse médicale qu'il faut faire. Et en fait, ils en sortent pas, et ça fait qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui ont des problèmes, qui n'y arrivent pas, justement parce qu'il y a trop d'admin, trop de paperasse, trop de documentation à faire. Donc voilà ce qu'on essaie de faire. Et pour le faire, on a en gros deux gros produits. Notre produit historique, que d'ailleurs Résilience utilise en ce moment, aujourd'hui représenté par Julie, qui est notre Care Platform. Donc c'est un outil, voilà, qui est une standalone web app qui permet à des professionnels de santé de communiquer et de suivre leurs patients dans le temps, avec des outils de communication asynchrone et des outils vraiment de dossier patient, avec le stockage des informations patients de manière assez classique, avec les antécédents, les allergies, les observations, etc., etc. Et d'un autre côté, pour que ça marche, il faut que le côté patient soit également servi. Et donc, on a des SDK côté mobile qui permettent à des patients de communiquer avec leur équipe de santé. Et donc, une entreprise comme par exemple Résilience va utiliser nos SDK pour que leurs patients puissent communiquer avec leurs professionnels de santé au travers de la Résilience. Et une dernière couche à tout ça, c'est que tout ça, la plupart de ces choses-là sont disponibles via API également. Donc on peut descendre à assez bas niveau pour faire des choses beaucoup plus custom, sans utiliser le SDK côté mobile. Et côté plateforme, avec l'API, on peut déclencher tout un nombre de choses assez précises grâce à l'utilisation de l'API. Donc ça, c'est le premier gros produit qui permet d'aider à la documentation clinique. Et le deuxième gros produit qu'on vient de sortir il y a un tout petit peu plus d'un mois, c'est le Nabla Copilot, qui permet à des professionnels de santé en gros, obtenir un compte-rendu médical en un clic, sans rien taper et sans rien dicter. Donc il y a plein d'outils qui existent, et les médecins et les professionnels de santé ont réfléchi à plein de manières d'aller plus vite là-dessus, avec des templates, avec des outils de dictée comme Dragon, avec des text expanders aux États-Unis notamment, où en gros vous tapez slash deux lettres et ça vous sort tout un paragraphe de texte. Et ça, on pense que c'est pas la meilleure des solutions et qu'il faut faire mieux que ça. Et donc du coup, on a sorti ce Nabla Copilot il y a 1 mois et demi, et c'est assez intéressant. Je vous montre juste une petite vidéo d'1 minute pour que tout le monde se rende compte de ce que ça représente. Donc il y en a à peu près pour même pas 30 secondes. Voilà, très simple. Alors, j'imagine que dans le cas de ce Meetup Fire, certains ont reconnu tout de suite qu'il allait y avoir des questions. Là, quand on dit envoyer au dossier patient, il y a forcément des questions d'interopérabilité. Donc, c'est pour ça que Fire va être important pour nous, et c'est ce que je vais décrire sur la fin de la présentation. Il y a pas mal de gens qui nous utilisent en ce moment. On a plus de 20 gros clients vraiment B2B, notamment dont Résilience, sur la partie Remote Patient Monitoring. On a aussi de la PHP, on a aussi un très gros réseau de cliniques en France qui est en train de tester. Et notre copilote, après à peu près 1 mois de lancement, on a déjà plus de 1000 médecins et professionnels de santé qui l'utilisent quotidiennement.
Donc on est assez content du lancement et voilà, on essaie de continuer là-dessus. Voilà, ça c'était pour l'intro Nabla, probablement déjà trop longue, mais voilà, je pense que c'était important de comprendre qui on est pour que ce retour d'expérience Fire ait du sens et comprendre un petit peu les enjeux qu'on a sur Fire à Nabla. Alors de manière très simple, déjà, je vous donne un aperçu des ressources Fire qu'on utilise à Nabla. Alors j'ai regroupé dans 2 groupes assez hétéroclites, mais ça représente assez bien en fait la réalité de, en gros, notre vigilance sur le respect de Fire et sur les demandes des prospects, des clients par rapport à Fire. Je dirais qu'on a un premier groupe de choses comme les appointments, le patient, le questionnaire response, les tasks. Et on a un deuxième groupe que moi j'appelle ici assez vulgairement le core EHR. Donc je dirais que c'est vraiment tous les objets vraiment médicaux avec les allergies, les conditions, les antécédents familiaux, les vaccins, les médicaments, les observations et les opérations chirurgicales. Ça, je dirais que c'est vraiment le cœur de ce qui est le plus important pour nous à Nabla. Quand on discute avec nos clients et nos prospects, ils sont probablement moins intéressés par l'interopérabilité sur ce type d'objets-là, sur les rendez-vous, sur les tâches, sur les choses comme ça. Par contre, clairement, on a des questions tous les jours de comment je peux récupérer de vos dossiers ou de ce que vous avez extrait avec le copilote, des antécédents médicaux. Comment est-ce que je peux récupérer des allergies et comment moi aussi je peux vous fournir des éléments de contexte, par exemple au copilote, pour que, en plus de l'information qui est capturée dans la consultation, je puisse ajouter des choses que je sais déjà sur le patient, sur l'allergie, sur ses vaccins, sur des choses comme ça, pour que le copilote ait à sa disposition non seulement toutes les informations qui sont échangées pendant la consultation, mais aussi des éléments externes qui pourraient provenir de logiciels de dossiers patients. Et ça, bien sûr, pour y arriver, le moyen plus simple, c'est quand même de rester dans le modèle Fire. Et c'est vraiment pour ça, et ce sur quoi on se concentre le plus possible. Donc, quand je dis cœur EHR, c'est vraiment là, quand je prends un screenshot de toutes les ressources Fire regroupées, c'est vraiment ces trois gros blocs-là qui nous intéressent beaucoup, même si quand on regarde dans le détail, il y a peut-être des choses qui nous intéressent un peu moins. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Et quand je disais que c'était important pour nous de vraiment maîtriser ces objets ici, dans ces 3 cases-là de l'ontologie Fire, enfin, dans le data model Fire, c'est qu'à Nabla, on a des capacités de structuration de la donnée brute vers des objets atomiques. Et alors ça, du coup, ça va forcément demander des capacités de normalisation et de structuration pour permettre l'interopérabilité et pour permettre de communiquer ce que nous, on a extrait et recevoir aussi en input des éléments de contexte comme j'ai décrit juste avant. Donc pour être très concret, comme vous l'avez vu un petit peu sur la vidéo, nous, on est capable sur un message textuel ou sur de l'audio, donc soit dans le cadre de communication asynchrone, soit dans le cadre de de consultation vidéo, de récupérer du texte qu'on aura préalablement transcrit dans le cadre d'une consultation vidéo. On va en faire un compte-rendu médical organisé de manière assez typique selon la structure canonique des comptes rendus médicaux, qui est à peu près la même aux États-Unis, en France et dans d'autres pays, avec en gros la raison de la visite, l'histoire de la maladie, les symptômes, les allergies, les médicaments, les antécédents, etc. Et une fois qu'on a réussi à extraire ces grosses catégories-là du texte ou de l'audio, eh bien, on va essayer de les normaliser. Alors, cette première étape, c'est l'étape la plus compliquée. Et c'est là où nous, on va utiliser un mélange de nos propres algorithmes de traitement du langage naturel et, comme certains ont pu le deviner, des grands modèles de langage, donc des LLM en anglais, que ce soit GPT-4 ou nos propres modèles internes qui vont être fine-tunés sur la donnée médicale. Donc ça, c'est le gros du travail. Et une fois qu'on a réussi à extraire ces sections-là, on va essayer de venir segmenter de manière beaucoup plus atomique tous les éléments qu'on détecte dans chacune des sections pour qu'à la fin, on ait vraiment un item par élément important. Par exemple, un symptôme, un traitement. Alors, symptôme, ça sera un point de discussion sur Fire. Certains vont peut-être hurler ici, mais symptôme, pour nous, c'est un type d'objet. En tout cas, c'est un sous-type de condition. Des traitements, des médicaments, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'en gros, cette partie-là, vraiment très EHR, est importante pour nous.
En 3 points, les principaux avantages qu'on a vus à Fire, nous, à Nabla, encore une fois, dans nos échanges avec nos prospects et nos clients, c'est évidemment donc là, je fais du genre de la palisse, mais c'est quand même important de dire que c'est quand même le moyen le plus simple de dire à nos clients et d'être interopérable avec d'autres systèmes. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas vraiment de concurrents et d'autres options que ça. Je dirais aussi que d'un point de vue produit et ingénierie, ça nous a pas mal accéléré sur certaines discussions, notamment au début de Nabla, quand on empile, on commence à empiler les différents types d'objets qu'on manipule, des conditions, des allergies, des appointments, des patients, des providers. Pas mal de fois, en fait, juste en regardant au data model Fire, ça nous a permis d'aller plus vite dans les discussions. Et pas mal de fois, on avait beaucoup réfléchi sur comment organiser ces éléments-là. En fait, a posteriori, on regardait Fire, on se dit, bah mince, en fait, on a un peu réinventé Fire sans le savoir. Et si on avait su, il aurait mieux fallu directement partir de Fire. Alors, il y a des limites à ça, parfois, ça fait partie de la slide d'après, mais globalement, ça nous a quand même pas mal accéléré sur nos discussions, encore une fois, de data model interne à Nabla. La seule liberté qu'on prend, c'est que si jamais on constate que coller trop à Fire demande des changements de produits ou des efforts d'ingénierie un peu trop importants pour des raisons diverses et variées, alors on va s'autoriser certains écarts. Donc, je pense que les plus assidus de Fire, quand ils vont regarder notre API, constateront qu'il y a certains éléments qui sont un tout petit peu différents et certaines libertés qui sont prises. Mais c'est des choix, disons, sciemment faits à Nabla parce que c'était quand même la meilleure façon en gros, de répondre à la fois à nos besoins clients, de ne pas trop changer le produit et de pouvoir implémenter ça assez rapidement en termes d'ingénierie. Donc ça, c'est les gros avantages. Quelques limitations que nous, on a vues sur Fire. La première grosse limitation, et c'est un peu par là qu'on a commencé à Nabla, c'est vraiment la gestion de la médecine asynchrone par message textuel. C'est que le soin asynchrone n'est pas vraiment bien adapté à Fire. Il n'y a pas vraiment de concept très centré sur les messages textuels, sur la communication. Alors, il y en a un petit peu hein, avec des lettres, des documents, des choses comme ça. Mais c'est un stretch quand même par rapport à la simple communication asynchrone qu'on peut envisager entre un patient et un médecin. Donc ça, c'est la première limitation. Une deuxième limitation qu'on a constatée, et ça a donné lieu à plein de débats avec les médecins, où en fait, au début, on commençait à grouper dans un même paquet les antécédents, les symptômes, parce qu'en fait, c'était des conditions du point de vue Fire. Et ça n'a pas du tout passé. Et du coup, on a été obligé d'introduire une distinction dans l'API sur l'endpoint, sur la ressource condition, qui permet de préciser si on parle d'un symptôme ou pas. Donc ça, c'était un point assez important. L'historique, les antécédents familiaux, on a pris également une petite liberté. Fire, en gros, demande plutôt de créer chacun des membres de la famille pour ensuite lui associer des conditions. Nous, en fait, on est plutôt resté sur le patient et on a créé des conditions avec un lien de paternité entre le patient et cette condition-là, la mère, la fille, le père, etc. Et on n'a pas vraiment pris la voie canonique Fire qui est de créer ces éléments, ces membres de la famille a priori. Et deux derniers points, et j'aurais presque fini ma présentation en un quart d'heure, c'est parfait. Je dirais que la normalisation est tout aussi importante, voire plus importante que le respect du data model Fire. Je pense qu'aujourd'hui, dans nos discussions avec nos clients et nos prospects, on entend un peu plus souvent le fait de est-ce que vous êtes capable de bien retourner le code ICD sur les antécédents que est-ce que vous mappez bien sur Fire. Donc je pense que les deux sont importants, mais de ce qu'on constate nous, c'est qu'il y a une sensibilité quand même assez forte sur plutôt être la capacité de venir normaliser sur une ontologie de référence ICD, LOINC, etc., ou SNOMED, plutôt que le respect du data model Fire. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Et dernier point, donc c'est un point un peu technique, c'est le seul point technique de cette présentation. Malheureusement, nous-mêmes à Nabla, on n'utilise pas nos propres API publics REST sur les endpoints qu'on a sur Fire, pour une raison simple, c'est que nos API internes sont en GraphQL pour des raisons techniques de choix qui ont été faits. Et donc, c'est un peu compliqué de venir mettre du REST dans tout ça.
Donc malheureusement, alors c'est exactement la même logique, mais nous-mêmes, pour notre utilisation interne, on n'utilise pas notre API public REST parce qu'on fonctionne en GraphQL. Donc ça, c'est aussi une limitation qu'on a vue sur Fire. Voilà, j'ai fait pile poil 16 minutes. C'était très bref, mais j'espère que voilà, ça vous a donné quelques éléments de retour d'expérience sur Fire et je prendrai vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup, Clément. Il y a une question de Guillaume. Moi, j'avais une petite question pour démarrer sur la manière dont vous êtes formé du coup en interne, les devs, toi, voilà, comment vous êtes monté en compétence sur le sujet? Bah, je dirais que c'est pas mal de temps à potasser Fire, quoi. Enfin, c'est vraiment mettre le nez dans le guidon, comprendre comment s'articule, je sais pas, notamment les antécédents familiaux, bah, comment ils ont réfléchi la structure de l'objet. Et je dirais juste éplucher tous les jours voilà, le schéma de données et essayer de comprendre la logique et essayer de l'appliquer. Ok. Il y avait une question de Guillaume sur le modèle de Nabla Copilot, qui est un peu en dehors du sujet Fire, mais est-ce que vous utilisez des modèles LLM comme ChatGPT? Ouais, alors du coup sur ça, ouais, donc effectivement, il y a une combinaison de plusieurs choses. Il y a des algorithmes à nous de NLP, de structuration, de normalisation. Oh mince, je me suis trompée. Et il y a aussi une partie LLM qui permet de faire la grosse partie du travail, je dirais, de prendre ce texte brut et de venir mettre ça dans des sections de manière assez cohérente. Ça, c'est un travail qui est difficile, notamment si on utilise des choses comme des nerfs assez classiques, même avec des nerfs, avec des transformers et compagnie. Parce qu'une information, en fait, elle peut être éclatée sur vraiment plein de messages avec des co-références, etc. Donc là, on a besoin vraiment d'une grosse machinerie pour essayer de comprendre en fait, et de normaliser tout ça. Donc là, en l'occurrence, en ce moment, on utilise GPT-4, mais on est en train de travailler sur notre propre LLM beaucoup plus petit, mais spécifique à la médecine, ce qui aura plein d'avantages pour nous en termes de coûts, en termes de performance, parce que les LLM actuels sont très forts sont forts de manière générale. Mais plus ça va aller, plus les gens vont développer leurs propres variantes sur des domaines spécifiques et ils vont dépasser en performance les LLM généralistes. Parce que les LLM, ils n'ont pas vu des notes de médecins, ils n'ont pas vu des échanges entre un docteur et un patient, ce n'est pas des données publiques qui sont disponibles sur Internet. Donc tant qu'il n'a pas vu ça, il ne pourra pas être très 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 fort sur ça. Et c'est du coup une des forces de Nabla, c'est d'avoir ces données-là et de pouvoir fine-tuner ces LLM sur ça. Ok. Il y a une autre question de Yuan Kachourine. Y a-t-il des jeux de test en Fire dispo? Alors, je ne sais pas bien si la question concerne Nabla ou Fire en général. Vous, Nabla, vous avez une doc API Ouais. avec On a une doc d'API, vous pouvez regarder, vous tapez, enfin vous êtes sur notre en site, vous général. tapez Ok. API, Nabla. Ouais, en général, oui, ça existe. Ouais. En général, bah, il y a des serveurs de test. Il y en a plein. Je peux vous mettre des liens sur le chat. Et sur la Docfire, il y a aussi sur chaque ressource, il y a des exemples. Voilà, qui permettent d'aller voir les détails. Vous pouvez continuer. Oui, Luc? Ouais, j'avais une ou deux questions slash remarques. Du coup, pour faire la distinction entre les symptômes et les antécédents, vous avez fait comment? Vous avez fait deux profils différents? En fait, voilà, on a fait de manière très simple. On a juste ajouté un argument dans le endpoint, en gros, de post-condition, où en gros, tu peux préciser si c'est un symptôme ou une condition, ou pas un symptôme. Du coup, vous l'avez, enfin, dans le type Fire de la condition, quoi, vous avez, Ouais, exactement. ouais, vous avez rajouté un truc. Ouais. Ça marche. Et du coup, juste plus des commentaires, mais sur les antécédents, Family Member History, tu n'as pas besoin de créer les personnes à côté, hein. Tu peux juste faire des liens en disant c'est un parent juste avec des codes. Ok. Sur la partie asynchrone, il y a des ressources, je ne sais pas si vous les avez étudiées, mais communication et communication request qui sont faits aussi pour permettre ce genre de communication en asynchrone. Ouais. Il y a d'autres techniques. Et sur le GraphQL, il y a des choses qui existent. Il ne faut pas hésiter à regarder GraphQL et Fire. Il y a des solutions justement pour exploiter Fire en GraphQL. Voilà, ça c'est juste. Et sinon, sur la partie sémantique, je rejoins à 100%. Ça ne sert à rien de faire du Fire si on n'a pas les mêmes codes. On ne se comprendra pas. Voilà, c'était juste les petits commentaires. Je rejoins aussi à 100%. J'ai passé les 2 dernières semaines à codifier des pathologies.
Euh, Merci beaucoup, Clément. C'était ultra inspirant. J'espère que ça a plu aux participants. Je m'excuse platement pour les gens qui n'ont pas pu rejoindre le lien en premier lieu. Vous avez fait exploser le compte Livestorm de Résilience et on avait atteint le plafond. Normalement, maintenant, tout le monde arrive à accéder et c'est résolu. Donc, sans plus tarder, je laisse la main à Guillaume pour prendre la suite du meet-up. Merci Julie, merci pour ton organisation, parce que je sais que ça prend du temps et c'est un plaisir de pouvoir partager avec toute la communauté. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une solution, une implémentation de SQL on Fire. En fin de compte, je vais déjà me présenter, je vais expliquer pourquoi ça me tient à cœur ce sujet. Par exemple, Guillaume Rongier, je suis ingénieur avant-vente chez Intersystem. Excusez-moi. Ingénieur avant-vente chez Intersystem. J'ai 2 passions dans la vie, c'est le Fire et le Python, et un petit peu de SQL. Vous avez toutes mes coordonnées ici si vous souhaitez me joindre. Pourquoi ce sujet est important, le SQL on Fire? Parce que le Fire, je sais que ce n'est pas un modèle de stockage de données, mais en général, la donnée est quand même stockée pour pouvoir être resservie à travers les API Fire. Et 90% du temps, cette donnée est stockée de manière documentaire. Et la problématique du documentaire, c'est qu'il faut coder les questions pour avoir les réponses. Et si on ne code pas les questions en amont, il y a des solutions. Ça s'appelle les modèles relationnels. C'est qu'on range la donnée sous forme de tableau. Et ensuite, on a un langage qui nous permet de requêter cette donnée qui s'appelle le SQL. Et avoir le meilleur des deux mondes, c'est le but du SQL on Fire. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter justement une implémentation du SQL on Fire. Comment ça va fonctionner? On va prendre un dépôt Fire, on va l'analyser, on va afficher une métacartographie de ce repository Fire. On va laisser la main à l'utilisateur pour sélectionner ce qu'il souhaite. On va projeter ces données et on pourra maintenir ces projections avec des scripts. Je parle bien de projection, on ne fait pas de copie de données. C'est très important parce que sur les gros repository Fire, copier la donnée peut prendre énormément de temps et on aimerait avoir une fraîcheur de données au plus proche. Donc on ne la copie pas. Et voilà, nous avons nos tableaux. Alors, on va partir sur une démo. Je suis très démo. Donc si ça plante, bah, vous pourrez me huer. Parce que ça va être une démo live. Donc voici notre implémentation du SQL on Fire. Ce qu'on fait, premièrement, on va analyser un repository Fire. Pour ça, je vais le nommer. Il va se trouver sur ma machine, sur ce port. Le compte pour se connecter et le endpoint Fire. Là, c'est du R4, peu importe. Je peux l'analyser. On a l'habitude chez Intersystem à travailler sur des gros volumes de données, et notamment en Fire, qui peut contenir des millions et des millions de records. Pour ça, on peut faire une analyse partielle par échantillonnage ou une analyse complète. Aujourd'hui, j'ai environ 2000 ressources. On peut faire une analyse complète. Ça va aller assez vite. On en a pour 10-20 secondes. Ça dépend de la vélocité de ma machine. Voilà. Les données sont disponibles et on va pouvoir les consulter. Donc, je vais importer déjà des pré-transformations. Et juste là, je vous montre les pré-transformations. Tout est fait en FirePass ou JSONPass. Tout ce que vous allez coder, tout ce que vous allez implémenter pour être réutilisé ailleurs. On ne vous enferme pas avec notre technologie, on vous donne des outils pour pouvoir éventuellement le réutiliser avec d'autres. Ça marche mieux avec nous, mais ça marche aussi bien avec d'autres. J'importe cette transformation et on va aller voir ce que ça donne.
Typiquement, je vous parlais de la macro-analyse du repository Fire. On ne montre pas toutes les ressources, on montre uniquement les ressources présentes sur ce repository. Typiquement, macroscopiquement, je vois que j'ai 7 patients, j'ai 800 observations, et ainsi de suite. Ça me déjà permet d'avoir une macro-vue de mon repository. Si je vais voir, par exemple, l'attribut gender de la ressource patient, je vois que j'en ai 2 différents, je peux voir les histogrammes. Je sais d'un coup d'œil que j'ai plus de femmes que d'hommes. Ça me permet d'avoir une vision globale de mon repository Fire pour m'aider à la construction des projections. Typiquement, le gender, je l'ai projeté, il est ici. Et pour le projeter, je sélectionne Gender, Add to Projection, et ça va m'ajouter une colonne SQL Gender dans la table Patient. Gender est un attribut simple de patient. Il y a des attributs un petit peu plus compliqués. Typiquement, les identifieurs. Les identifieurs, ce n'est pas un 0 pour 1, c'est un 0 pour n. Donc, c'est une collection, c'est noté. C'est une collection et pour mes 7 patients, j'ai des répétitions. Je peux avoir jusqu'à 5 répétitions par patient. J'ai déjà encore une vision macroscopique de mon repository Fire. Je pense que vous commencez à sentir que cet outil est fait pour les data scientists, data analysts, data stars. Je dis data star parce qu'on a toutes sortes de data analysts, data engineers, data scientists, etc. Sur les identifieurs, c'est un cas intéressant. On peut aller voir les identifieurs, leur type de coding, le type de code. Ici, dans mon repo, j'ai on va prendre plutôt en display, ce sera plus simple. Les medical record number, les social security number, les driver license ou les passport number. Peut-être dans ma table, je veux projeter tous les identifieurs. Donc pour ça, si je clique ici, je peux ajouter une projection. Et en fait, je vais ajouter une table fille à ma table patient pour avoir tous les identifieurs par patient. Ce n'est pas le choix que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait le choix pour les identifieurs d'utiliser uniquement le driver license. Ce qui fait que dans ma table patient, j'aurai qu'un seul identifieur présenté, ça sera celui des permis de conduire. Et ensuite, on peut faire la même chose sur toutes les ressources. J'ai fait la même chose sur les allergies, les observations, les encounters, les goals, etc. Maintenant, je peux projeter ma table. Donc, j'utilise mon repository Fire, je choisis ma transformation et je projette. Ça y est, maintenant, je peux avoir accès à cette projection. Pour information, je vais vous mettre tout de suite dans le chat. Toute cette démo est disponible, est en open source sur mon Git. Je vous le mets dans le chat. Hop. Vous avez même droit à un magnifique Inception en live. Revenons au SQL. Allons exploiter nos projections, justement. Donc, typiquement, on va aller voir toutes les tables disponibles. Et là, j'ai mes patients. Vous pouvez vous y connecter en JDBC, DBAPI, ODBC, ce que vous voulez. Là, j'utilise un GUI. C'est plus simple d'accès. Et j'ai bien mes 7 patients qui ont été projetés et uniquement avec les identifiants de driver license. Allons voir à peu près ce que nous propose le repo. Le repo nous propose toute une démo. On vient de faire ensemble en fait toute la première partie sur comment configurer et comment exploiter les transformations. Maintenant, allons les utiliser. Nous venons de faire la première requête, sélectionner tous les patients. Essayons de croiser maintenant cette table patient avec une table qui n'est pas une table issue des projections Fire. Par exemple, je vais créer la table Driver License. Cette table Driver License va contenir le numéro de licence et sa validité. On va la remplir avec quelques données. Ici. Hop, insert. Une deuxième.
ici, insert. Et maintenant que ma table de driver license est remplie, je peux l'utiliser et la croiser, excusez-moi, avec ma table patient, avec des simples jointures. Simple. Là, je viens de faire un inner join. Je peux faire un left join pour avoir les autres patients. Et j'espère que vous commencez à sentir la valeur. C'est que là, on a parlé tout à l'heure de terminologie. Vous pourriez croiser la terminologie, voir si elle est bonne, est-ce qu'elle a été mise en place, et tout ça en SQL et en restant sur votre repo Fire, sans déplacer la donnée. Et faire un petit peu de qualité à travers justement le SQL. On va aller un petit peu plus loin. Donc là, j'explique comment sont les données, comment elles sont enregistrées avec les projections. Vous voyez index. Si besoin, comment on fait des projections. Pour des besoins de performance, on peut indexer aussi les colonnes. Deux derniers exemples, et ensuite on pourra passer aux questions. Typiquement, ici, contrairement à Nabla, je vais utiliser une petite librairie de NLP en Python tierce qui s'appelle INO, qui me permet de parser du texte. Je crée une procédure stockée, parce que j'ai envie de créer une procédure stockée. Je ne sais pas si vous remarquez, cette procédure stockée, c'est du Python. Et ensuite, je peux utiliser cette procédure stockée dans mes tables pour aller croiser des informations et extraire quelques éléments de NLP qui se trouvent dans les goals. Dernier exemple, on peut utiliser tout ce que je viens de vous montrer pour faire de la BI à partir du Fire. Et donc l'utiliser typiquement avec Tableau, par exemple. Pas de bol, c'est pas le bon. C'est celui-là. Tableau est assez long à charger. Si d'ici là, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être y répondre en live. Il y a une question sur l'anonymisation dans le serveur Fire, mais je pense que c'est plus général. Est-ce qu'il y a des briques d'anonymisation dans un serveur Fire? Nous n'en proposons pas. Mais par exemple, vous pouvez le faire peut-être avec des procédures stockées ou même du code en amont ou n'importe quel outil. On ne traite pas l'anonymisation à l'injection de la donnée dans le repository Fire. Elle peut être traitée avant ou après. Ça peut être un choix. Eh bien voilà, je n'ai plus de licence Tableau, donc je pourrais plus. C'est comme Livestorm, décidément, aujourd'hui. Ben voilà, Quel croyez-moi teasing, sans parole. Guillaume. Oui. Le résultat était le suivant. On avait la groupe de catégorie des personnes par âge et une petite carte parce que j'utilisais de la donnée Cynthia qui est représentative des personnes du Massachusetts. Enfin, c'est pas représentatif, c'est de la donnée générée statistiquement. Voilà, c'est super j'espère que je n'ai pas intéressant. été trop long. C'est génial. Nous, on utilise Metabase chez Resilience. On pourrait aussi se plugger avec n'importe quel outil de BI qui a des connecteurs SQL. Oui, exactement. Exactement. Et directement avec un stockage Fire, ce qui permet d'éviter de se faire des nœuds au cerveau, comme l'a dit Christian. Enfin, pas Christian, j'ai oublié l'intervenant de Nabla. Clément. Clément. Utiliser Fire, c'est aussi utiliser et se baser sur une structuration pensée à l'avance et éviter de réinventer la roue. Et donc, avec cet outil du SQL on Fire, on rend le Fire accessible aux data scientists, aux data analysts, etc. C'est top. Il y a une nouvelle question. Quand tu exécutes... Oui, tu veux la lire? Vas-y. Oui. Quand tu exécutes la projection, ça sollicite le serveur Fire ou ça travaille sur une base intermédiaire. Ça exécute sur le serveur Fire. Si besoin, on a des outils pour déporter le calcul en dehors du repository Fire. Et en fin de compte, les projections se font sur le repository Fire.
Et si besoin, en fait, on fait du mirroring. On est capable de faire du mirroring asynchrone pour déporter la charge ailleurs. Oui, parce qu'il peut y avoir des soucis de charge Exactement. sur... On peut déporter la charge si besoin. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez continuer à les poser en asynchrone, hein. Guillaume reste connecté. Je laisse la main à Luc et Christian pour prendre la suite de la présentation. On devrait être pas mal dans les temps. C'est pas Merci, mal. bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, nous, on va vous faire une présentation bicéphale sur justement l'ouverture du SI du CHU de Toulouse, qui est un gros projet du CHU. Alors, pour donner un peu de contexte, donc les intervenants sont moi-même. Donc, j'ai créé mon entreprise d'expertise sur le standard Fire fin 2022. Et on a chez nous 2 des 6 certifiés Fire de France. Donc, j'espère bientôt un peu plus. Et d'ailleurs, notre leader technique, Willem, Julie parlait des Fire Dev Days, présentera un certain nombre de travaux qu'on a fait lors de cet événement. Et nous avons Christian. Donc, oui, bonjour. Donc moi je me présente, je suis l'architecte interopérabilité au sein de la DSN du CHU de Toulouse. Et on va parler du coup de l'ouverture vers le SI en Fire. Donc on a fait la présentation en 2 parties, une partie un peu plus technique de ma part et une partie qui montre un peu plus la vision du CHU. Donc ce projet-là au CHU, ça fait un moment qu'il traîne, ça faisait plusieurs années qu'ils cherchaient des gens pour les accompagner sur une ouverture en Fire. Mais comme disait Julie, effectivement, un des problèmes en France, c'est l'absence d'expertise. Donc le cahier des charges, c'était de résoudre un certain nombre d'obstacles qu'on trouve dans les hôpitaux et ailleurs à l'interopérabilité Fire. Il y a un certain nombre de problèmes à l'heure actuelle. En particulier, c'est que dans les SI, des fois, on n'a simplement pas les informations. Donc, on n'a pas moyen de les extraire. Il n'y a pas d'API qui existe. Et des fois, on est sur des solutions logicielles qui sont extrêmement vieilles, où il n'y a même plus les gens qui ont les connaissances pour extraire ces informations-là. Il y a un problème financier. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si on veut une nouvelle API pour brancher un logiciel externe, il faut savoir que ça coûte à peu près entre 20 et 40 000 euros. Donc, si jamais on veut reproduire toute la complexité de Fire, sachant qu'un serveur Fire standard, avec toutes les ressources, c'est 150 ressources et 10 opérations de base par ressource. Donc, on est à 1500 API. Autant dire que voilà, si on y va avec l'interopérabilité actuelle, ça va coûter 45 millions par établissement et par version, parce que à l'heure actuelle, pour ceux qui ne savent pas, la version 5 de Fire vient d'être réalisée, et sauf qu'il y a un certain nombre de choses qui existent déjà en version 4. Donc il y a la question de la coexistence entre ces 2 versions. Est-ce qu'on se prive des évolutions de la version 5 et on ne reste que sur la R4, ou est-ce qu'on arrive justement à faire coexister plusieurs versions? Il y a également un autre problème qui est l'absence d'uniformité. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre la prolifération des profils, comme on l'appelle, où chaque éditeur va avoir tendance à créer sa propre modélisation Fire, ce qui revient en fait à ne pas être interopérable du tout, puisqu'on ne peut pas remplacer une solution par une autre. Et il y avait aussi une contrainte qui était de pouvoir intégrer des solutions sans dépendre du calendrier d'un autre éditeur. Donc, pour vous présenter rapidement la plateforme, en tout cas la solution qui a été conçue, c'est un stockage de données. Guillaume le disait, le Fire en tant que tel ne définit pas un stockage de données, mais il y a beaucoup de solutions qui sont bâties sur des solutions de stockage qui exposent en Fire. Donc, la plateforme, c'est rien d'autre que ça, c'est un énorme stockage pour stocker toutes les données dont le CHU peut avoir besoin. Alors, on essaye de les trier et de les ranger en fonction de leur périmètre fonctionnel, parce que le but, c'est de pouvoir
prévoir une gestion des droits. Il y a aussi une question de cybersécurité avec la gestion des droits. C'est si on limite les accès à la donnée médicale, ça évite aussi un certain nombre de problèmes. Même d'un point de vue infra, du coup, on a quand même essayé de concevoir cette plateforme aussi pour que le cœur soit protégé et qu'elle ne soit pas accessible directement à l'extérieur. On sait qu'en ce moment, la cybersécurité, c'est une vraie question dans les hôpitaux. Et surtout, cette plateforme, elle se voulait un hub applicatif. C'est-à-dire que demain, n'importe quelle application qui valide les contraintes du CHU doit pouvoir se brancher sur la plateforme quasiment sans effort. Alors, un schéma un peu moins joli, mais c'est l'architecture technique de la plateforme. Donc, on a 2 gateways qui sont des reverse proxy, un EAI web service, et on a défini des microservices fonctionnels qui permettent de stocker la donnée dans différentes cases. C'est-à-dire, on a toute une partie administrative où on va gérer les rendez-vous, les dossiers administratifs, un certain nombre de documents. On a vu que la partie sémantique était absolument essentielle. Donc, il faut avoir un serveur de terminologie. Alors, si possible, il faudra prévoir en plus un lien vers le SMT qui a sorti il n'y a pas si longtemps que ça des API Fire pour récupérer un certain nombre de choses. Mais c'est aussi, donc c'est la terminologie, c'est les mappings, c'est les connaissances. C'est-à-dire qu'en Fire, on peut modéliser des questionnaires, des plans de soins, etc. Toutes ces informations, le but, c'est de les standardiser et de les mettre dedans pour que diverses applications puissent les utiliser et les partager. Donc on se base sur la même connaissance médicale, sur les mêmes terminologies, pour pouvoir justement travailler ensemble pour le soin du patient. Une brique dossier médical, donc là c'est plus simple, c'est toutes les informations médicales du patient. Une brique ressources hospitalières, donc là c'est plus les structures de l'hôpital, son annuaire de professionnels, sa gestion des stocks, voilà, tout ce qui va être plus son parc d'ambulance, toutes ces ressources-là qui sont modélisables en Fire et qui peuvent être intéressantes pour l'hôpital de standardiser pour avoir diverses applications puissent se brancher dessus. Une partie équipe de soins, donc le but c'était surtout de la déporter au niveau régional, puisque c'était le cercle de soins, le cahier de liaison et des informations sur divers identifiants du patient. Donc cette brique-là, elle a plutôt vocation à bouger et à partir au niveau GCS, puisque l'idée c'est de pouvoir, avec le cahier de liaison, faire du lien médecine de ville, hôpital, puisque les différents soignants vont pouvoir laisser et communiquer sur des informations, avec bien sûr des informations de quel professionnel de santé a le droit d'écrire sur ce cahier de liaison et a le droit d'accéder aux informations de santé du patient. Une partie facturation, parce qu'on sait tous que le système de santé fonctionne énormément sur tout ce qui va être remboursement, etc. Et une partie très importante qui est la partie sécurité, dans laquelle moi je conseille de mettre tout ce qui va être trace, audit, sachant qu'il y a un profil dans le cadre d'Interop sur la traçabilité des événements. Donc l'idée c'est effectivement quand il y a une connexion, quand il y a un événement étrange, on le stocke. Et également, il y a une ressource en Fire qui s'appelle provenance, qui permet de garder une trace de quel système a modifié quelle ressource. Donc ça permet de garder vraiment les traces de qui accède à quoi et qui modifie quoi. Voilà. Donc ça, c'est juste pour les différentes briques. Pour entrer un peu dans les détails, comme j'ai dit, les reverse proxy, c'est vraiment sur une histoire de sécurité. On ne voulait pas que la plateforme soit accessible directement. Parce que en cas d'attaque, on préfère avoir le reverse proxy qui tombe. Tant pis, on perd les applications externes, mais le reste de la plateforme et les applications internes à l'hôpital peuvent continuer à tourner sans impact. L'EAI de web service, c'est un EAI dont le but est effectivement de permettre la communication avec l'ancienne interopérabilité, HL7V2, CDA, puisqu'il y a énormément d'existants sur ces standards-là, et on ne pourra pas passer de ce monde-là à Fire d'un coup. C'est impossible.
et c'est même pas souhaitable. Donc, il va falloir préparer cette transition, donc avec des mappings HLCV2 vers CD, vers Fire, CDA vers Fire et Fire vers CDA, hein, par exemple, pour envoyer des documents au DMP. Il sert également d'orchestrateur si jamais on a choisi une solution microservice et qu'on a mis plusieurs entrepôts Fire, puisqu'il va falloir répartir la donnée, puisque le but c'est d'avoir un seul endpoint pour les applicatifs. Et du coup, il va afficher un capability statement qui va agréger les capacités des différents entrepôts. Et les modules fonctionnels, du coup, donc je vous ai expliqué un peu les différents découplages fonctionnels. Le but, c'est de combiner un proxy applicatif et ce qu'on peut appeler un entrepôt Fire. Je mets toujours des guillemets parce qu'effectivement, le stockage n'est pas prévu par la norme. Et le but, c'est que le proxy applicatif aille gérer toute une partie gestion des droits, voire du fonctionnel. C'est-à-dire que, par exemple, je crée un patient, et ben, je crée un cercle de soins. Voilà, des choses de ce genre-là. Et le but, c'est de découpler l'applicatif de la solution de stockage. C'est qu'on peut changer de solution facilement et sans impact. C'est-à-dire que si on veut commencer avec, mettons, un serveur API open source parce que voilà, on veut tester, et ben, le jour où on veut passer vraiment en production, niveau performance, on sait qu'il ne tiendra pas la charge. Donc, il faudra trouver des vraies solutions industrielles qui seront efficaces. Donc, le découplage permet de passer rapidement à des solutions qui sont faites pour ça. Et comme je disais, ils sont absolument jamais exposés au monde extérieur directement. Et le but, c'est que on puisse exploiter les données qui sont en Fire dans un entrepôt de données de santé. Pour finir, vraiment, le but, c'était de redonner la maîtrise à l'hôpital d'un certain nombre de choses. Donc, la maîtrise des coûts, du planning, de quelle solution elle peut installer, de changer ou pas d'applicatif, et également la maîtrise de ces données. Voilà. Donc, c'est vraiment une plateforme qui a été conçue comme ça. Par contre, pour aller plus loin, il va falloir collaborer. Parce que à chaque fois qu'on va étudier des nouveaux cas d'usage, on va faire des nouvelles modélisations Fire. Sauf que l'interopérabilité tout seul, c'est toujours très facile. Mais le but, c'est qu'on puisse partager ces modélisations entre plusieurs hôpitaux au niveau européen. Voilà, c'est de vraiment travailler pour que les données de santé puissent être échangées là où on est citoyen. Et tout en respectant bien sûr le principe qui est légal, qui est que l'argent public ne doit payer les choses qu'une fois. Donc, si le CHU de Toulouse travaille sur une modélisation, le but, c'est effectivement que les autres hôpitaux français puissent en profiter. Et donc, il y a un groupe poussé par HL7 Europe qui s'appelle Hospital on Fire. Il y a des gens qui sont intéressés pour regarder. N'hésitez pas. Voilà. Le but, c'est effectivement de collaborer et d'avancer. Et je vais laisser Christian présenter la vision du CHU. Oui, donc Luc vous a présenté un peu la vision future de notre ouverture du SI. Moi, je vais vous présenter notre projet, enfin ce projet au sein de la DSN. Donc, le but, c'est de déployer des ressources Fire en fait pour avoir un nouveau standard d'interopérabilité avec comme objectif de pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur, mais de manière sécurisée. Donc, tout d'abord, j'aimerais juste vous faire une petite présentation de l'équipe au sein de l'interopérabilité au sein de la DSN. Donc, la DSN, c'est la direction des services numériques dont le directeur responsable est Nicolas Delaporte. Nous avons 3 experts en interopérabilité qui sont sous la responsabilité de Mathieu Bourquin en tant que chef d'équipe. Concernant notre projet Fire, justement, nous avons Aurélie Dalous qui est la chef de projet qui pilote actuellement la partie étude de ce projet, moi-même la partie architecture et Isabelle Stache qui nous accompagne sur les cas d'usage. Si tu peux avancer, Luc. Du coup, on gère en fait actuellement avec cette équipe interopérabilité 272 flux qui sont dans divers domaines. Ça va du médical à l'administratif, à la RH, finance. Je vous ai mis un petit graphe très intéressant où on voit l'évolution des flux
et par année au CHU de Toulouse sur cette plateforme. Donc on voit que globalement, on produit de plus en plus de flux par année. On voit également les migrations qui se suivent sur la plateforme et qui reprennent toujours de l'historique. Donc on peut voir que la dernière migration qui a duré 2 ans, on a migré 251 flux sur cette dernière année. Ensuite, je vous ai mis un autre petit graphique, si tu peux passer la slide suivante, sur le nombre de connecteurs qu'on utilise, enfin le type de connecteur qu'on utilise sur ces flux-là. Donc on peut voir principalement qu'on utilise des connecteurs socket MLL PHL7 dans l'établissement. On a aussi des échanges au niveau fichiers, donc on utilise les protocoles FTP, SFTP principalement. Donc le constat qu'on a globalement, c'est qu'effectivement on est sur une architecture très centralisée où aujourd'hui la multiplicité des flux font que ça n'arrête pas. Et si vous remarquez bien, on a très peu de web services et du coup effectivement voilà, on constate bien que cette architecture elle est très centralisée. Si tu peux passer la slide suivante, Luc. Du coup, pour nous, ce Fire, c'est vraiment la solution pour ouvrir notre SI, notamment, bon, bien sûr, bon, c'est un standard international reconnu, ça, on va pas le répéter, on l'a déjà dit en début de séance, mais l'intérêt de Fire pour nous, c'est vraiment le cadre d'interopérabilité qui est aujourd'hui un peu documenté dans des documents Word, par exemple, qui est pas très bien affiché. Et ça, c'est vraiment un point fort de Fire où on sent qu'on va bien implémenter voilà, nos cas d'usage, nos cadres d'interopérabilité. Bon, Fire va aussi nous permettre de réduire les coûts, forcément, vu que normalement, on devrait avoir moins de flux. Aussi, cet aspect sécurité sur notre plateforme nous paraît évident et voilà, il faut vraiment la mettre en place. On veut également surtout renforcer notre souveraineté au niveau des données. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on on aimerait éviter qu'on partage de l'information sans contrôle dans le SI, on fasse des broadcasts inutiles. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voudrait vraiment renforcer cette souveraineté. Et puis surtout, bon, on le comprend, vu le nombre d'acteurs qu'on a dans le domaine de la santé, des éditeurs, on a besoin d'avoir un langage commun. Et donc Fire répond bien à notre besoin. Alors, je vous ai fait un petit cas d'usage sur l'ouverture du SI. Si tu peux avancer, oui. Donc en fait, sur la partie de gauche, vous avez en fait l'actuel EAI où on voit nos 272 flux en bas à gauche où il y a écrit EAI Cloverleaf. Et aujourd'hui, on s'échange avec nos partenaires extérieurs uniquement sur des quais SFTP sécurisés. Et sur la partie droite, vous avez donc notre future architecture Fire sécurisée qui va nous permettre de faire des échanges du coup en mode REST JSON où on voit le partenaire en haut à droite qui va effectivement taper sur un serveur proxy, donc la gateway externe, qui sera ensuite redirigé vers cette gateway interne, qui va ensuite taper sur ce que j'appellerais cette brique proxy dont parlait Luc, qui va permettre pour nous de faire des filtres métiers, de permissions, peut-être même d'anonymisation, peut-être, j'entendais ça tout à l'heure sur la précédente slide. Enfin, présentation. Et du coup, en bas à droite, vous avez le serveur Fire qui sera composé de l'ensemble de nos ressources. À noter que sur les flux en orange, on voit la partie alimentation, c'est-à-dire que notre EAI actuel va alimenter finalement sur les flèches orange on va dire les ressources, les premières ressources pour qu'on puisse utiliser cette plateforme. Si tu peux changer la slide. Donc oui, effectivement, donc voilà, on va avoir sur cette nouvelle plateforme des premiers cas d'utilisation. Donc le premier, ça va être l'alimentation des structures sur cette plateforme, parce qu'on aimerait bien diffuser en interne, en externe aux éditeurs, voilà, toutes les structures de l'établissement. Et il faut que ça fasse le lien bien sûr avec l'Aurore. On a aussi envie de partager avec l'Oncopole, par exemple, des comptes rendus, des rendez-vous, des séjours. Et donc, du coup, on va avoir besoin de faire des échanges Fire. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on a aussi beaucoup de logiciels de télésuivi qui vont vouloir s'intégrer. Et donc, du coup, on va devoir faire des échanges bidirectionnels. Ensuite, en termes de référentiel, on aimerait importer la CIO, par exemple, dans la ressource Fire nomenclature pour des usages internes. Et on aimerait aussi que notre EDS, qui s'occupe de la recherche, puisse s'appuyer sur ces ressources pour pouvoir faire de la recherche. Et
Je peux passer à la prochaine slide. Du coup, je vous ai mis en fait sur cette slide-là les premières ressources que j'ai identifiées, nous, côté CHU, qu'on va utiliser. Donc en haut à gauche, vous avez bien la partie conformance où là, c'est vraiment le cadre d'interopérabilité où on va vraiment travailler énormément sur cette partie-là pour faire déclarer, décrire tous les cas d'usage, travailler sur les profils, etc. On a la terminologie où effectivement là, typiquement, on pourrait mettre la CIO à l'intérieur. La brique sécurité au milieu, où vous avez donc la gestion, enfin pour moi c'est une brique importante puisque c'est là qu'on va pouvoir faire la gestion des droits, la gestion du consentement pour les patients, également les logs de qui se connecte sur ce serveur-là, qui rentre, qui consomme la donnée. Donc pour nous, ça c'est une brique importante à implémenter. Et après, on va avoir les briques, je dirais de base, nos premières briques qui sont bien sûr la ressource patient, la ressource practitioner sur le médecin. Et ce que je vous disais sur la partie structure, on va implémenter donc les ressources organisation. Sur la droite, on voit en bas à droite les ressources rendez-vous qu'on risque très certainement d'implémenter, et aussi la ressource questionnaire, parce qu'on a des projets avec les médecines télésuivies, faire des questionnaires. Et donc tout ceci ne peut se faire que si on a le soutien de nos acteurs nationaux, notamment bien sûr l'ANS et Interop Santé. Voilà, on va devoir co-construire bien sûr un peu avec le CSIS, et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur les profils français pour voilà, pour qu'on puisse vraiment monter sur Fire. Et ça nous intéresse. Et donc, on a aussi également besoin que nos partenaires industriels s'investissent sur ce sujet-là, sur notre plateforme. Et aussi, on aimerait beaucoup qu'il y ait une synergie avec les autres établissements, d'autres CHU. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fini pour ma petite présentation sur Fire. C'est génial. Merci beaucoup. De rien. Posez vos questions. Juste Christian, est-ce que tu peux nous éclairer? J'ai entendu parler d'un appel d'offres sur les EDS au niveau national. Enfin, c'est pas un appel d'offres, c'est une cotation qui serait donnée aux établissements pour financer justement les EDS dans les CHU. Alors, le problème, c'est que sur la partie EDS, justement, on a 2 équipes et moi, je peux pas trop répondre sur cette partie-là. Je suis désolé. Pour le coup, j'ai pas trop l'information. Bon, en tout cas, je sais qu'il y a des financements qui sont actuellement. Voilà. J'avoue, je ne maîtrise pas cette partie-là. Vous savez que nous, on a une conception de l'interopérabilité où on a cette équipe interopérabilité sur la donnée vivante et l'équipe EDS qui va plutôt travailler sur la donnée morte, on peut dire. Ok. Luc, moi j'avais une question, peut-être en attendant que les autres aient le temps d'en poser. Pourquoi avoir choisi de construire un EAI custom et pas se reposer sur celui que vous aviez sur Cloverleaf? Bonne question. Alors, c'est pour des raisons. Enfin, ça dépend, Luc, tu veux répondre? Non, ça c'est. Oui, bon, en fait, c'est 2 aspects, je pense. Un aspect sécurité et aussi un aspect charge. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a 272 flux actifs. Et voilà, on voudrait justement pas que ça empiète sur la production actuelle pour éviter des problèmes de performance. Et aussi cet aspect cloison sécurité, au vu des attaques, c'est très important. Et il y avait un autre aspect, c'est mine de rien, il y avait des solutions qui existaient qui font un certain nombre de choses sur Fire que Cloverleaf de base ne fait pas. Et donc, c'était est-ce que tu refais tous les mappings CDA vers Fire par exemple à la main, ou est-ce que tu rachètes un truc qui potentiellement fait tous ces mappings-là de base. Voilà. Donc vous utilisez une nouvelle solution en fait? Oui, alors en ce moment, on fait un sourcing sur 3 solutions. Et voilà, par rapport à cette brique serveur, cette brique AI, voilà, on est actuellement en phase de sourcing, voilà, sur cette partie-là. Ok, très clair. C'est génial. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de effectivement discuter sur le chat. Est-ce que en termes de temporalité, Luc, Christian, vous avez des idées de combien de temps ça va prendre? Alors, sur notre projet, donc là, on devrait avoir donc la fin du sourcing certainement, d'ici mi-année, on va dire, on aura notre solution, et certainement que les premiers cas d'usage s'implémenteront sur cette fin d'année, je pense. Les premiers cas, oui.
Ok. Alors après, effectivement, on se rend compte qu'à l'échelle d'un CHU, vu ce qu'a proposé Luc au début sur la vision de tout ce qu'on va implémenter, voilà, on commence sur des petits cas d'usage. On n'est pas encore. On aimerait bien tout implémenter, bien sûr, mais ça va prendre du temps. Ok. Je vois, Christian, que tu as parlé des standardisations au niveau du télésuivi. J'en profite pour dire qu'on lance un groupe de travail sur le télésuivi avec Interop Santé et l'ANS, justement pour structurer et standardiser les flux autour du télésuivi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vois que les gens discutent sur le chat plus que posent des questions. Ah si, Clotaire a une question. Luc, voilà. Alors, est-ce que ça pourrait vous aider qu'on monte des groupes de travail intégrés sur le sujet, et potentiellement avec l'ANS aussi? Bien sûr, hein. De toute façon, oui, complètement, oui. Tout ce qui est collaboratif, de toute façon, peut que nous aider. Oui, l'Interop ne se fait pas tout seul, donc on a vraiment besoin de collaborer sur tous ces sujets. Et il faut vraiment qu'effectivement, il y ait des groupes de travaux, que les régions aussi s'approprient effectivement cette transformation-là. Et donc, si effectivement on arrive à avoir des groupes de travail hôpitaux, régions et ANS, c'est génial. Enfin, voilà. Vraiment, ou même que région, mais on prend. Et j'ai vu... Ah oui, du coup, c'est Isabelle qui a répondu sur les EDS. Ah ben voilà. Oui. Il y a un dossier en DM. Ok, super. Il y a les experts EDS. En fait, effectivement, la stratégie nationale actuellement est de structurer un EDS par région, par CHU. Mais le but, effectivement, j'imagine, final, c'est que les données au sein de ces EDS soient codifiées et structurées de la même manière pour qu'on puisse faire des études au niveau français sur la donnée. Alors, pour l'instant, on n'en est pas là. Hein, mais... Non, de ce que j'ai observé, pour l'instant, il n'y a effectivement pas de standardisation de la donnée dans les EDS. Donc, il va falloir effectivement, je pense, avancer là-dessus. Après, déjà, s'il y a un export au MOP, c'est pas mal. Par contre, effectivement, ce qui va être intéressant sur l'étape d'après, parce que Fire est beaucoup plus verbeux que OMOP, donc va permettre beaucoup plus de choses. Donc, ce qui va être intéressant, c'est effectivement d'avoir des EDS avec des données en Fire dedans et potentiellement des exports OMOP. Mais voilà, il y a effectivement un certain nombre de choses. Et juste pour répondre aux commentaires, c'était Johan qui demandait s'il y avait des briques d'anonymisation dans les serveurs Fire. Personnellement, moi, je ne suis pas très favorable à ce qu'on rajoute du fonctionnel dans des briques techniques. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des éditeurs qui fassent que des serveurs Fire qui le fassent bien, et qu'à côté de ça, il va y avoir des éditeurs qui vont faire l'anonymisation, la pseudonymisation, et dont c'est le métier. Voilà. Et donc, le but, sur ces entrepôts de données de santé, sur ces plateformes, c'est d'identifier les éditeurs et de ne pas avoir un seul truc qui fasse moyennement tout, mais de potentiellement avoir plusieurs briques, mais qui fassent bien les choses. Super. Je vois aussi Vincent Plana qui a fait une remarque sur le serveur Fire n'est pas forcément la meilleure techno comme fondation d'un EDS. J'ai envie de dire... Ça va fâcher Guy. Si on a un serveur Fire performant et avec un accès SQL, pourquoi pas? Très bien. Accessoirement, aux US, il y a un certain nombre de... Pour la recherche, ils se basent sur des serveurs Fire, sur un certain nombre de choses. Donc, mais ils ne sont pas applicatifs, ils sont dédiés à la recherche et ce ne sont pas les mêmes serveurs qui vont gérer et supporter l'applicatif et la partie data. De toute façon, soyons bien clairs, la plateforme et le DS, c'est deux choses différentes. Séparé. Il y en a un pour le soin, un pour la recherche. Et parce qu'on nous a posé la question, pourquoi est-ce que vous ne faites pas un seul truc? Pour moi, ça fait pas de sens. Vraiment, on a notre plateforme qui gère du soin, qui va échanger de l'information vivante. Et cette information, ensuite, on l'archive. Et là, on peut l'utiliser pour la recherche. Parce que dans la recherche, on va transformer la donnée pour qu'elle soit exploitable. Sur la plateforme, si la donnée elle a été mal rentrée, elle a été mal rentrée. On ne prendra pas le risque d'aller modifier une information médicale juste pour la faire jolie. C'est ça, tout à fait.
On est 100% d'accord. C'est top. Frédéric Laurent aussi, qui est pas mal intéressé par les groupes de travail. S'il n'y a pas d'autres questions directes, bon, je sens qu'il y a un débat. S'il n'y a pas d'autres questions directes pour nos intervenants, un serveur Fire est optimisé pour l'info vivante, un EDS est optimisé pour la recherche de données. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là autour de nous. J'ai l'impression que on a fait le tour des questions. Luc, Christian, c'est bon pour vous pour cette présentation? Je vais remettre le lien du Slack pour échanger ici. Tous les intervenants présents ici sont présents sur le Slack. Je vous le mets tout de suite ici. J'espère que le lien fonctionne encore. On va arrêter les... Voilà. Je m'excuse pour les personnes qui auraient raté le début de cette présentation. Le replay sera rajouté sur YouTube d'ici quelques heures ou quelques jours selon ma dispo. Et pour toutes les personnes qui sont ici et qui bossent sur Fire, parce que je le vois, vous avez des sujets, que ce soit dans les grades ou des éditeurs ou d'autres établissements qui lancent des projets autour de tout ça, venez présenter la prochaine fois vos projets. Je sais qu'il y a plein de gens qui travaillent sur les EDS, sur des nouvelles plateformes. C'est vachement bien parce que ça fait concrètement avancer les choses et il me tarde de voir cette plateforme naître au CHU de Toulouse. Donc, des bonnes nouvelles. On passe vers une nouvelle ère. Et Christian, du coup, on se verra à Amsterdam. J'espère. Donc, je viendrai à ta présentation et c'est très très bien aussi de voir de plus en plus de Français présents sur la scène internationale. C'est Luc qui va présenter. Mais je veux bien venir. Non, c'est William, c'est mon lead tech. Ok, désolé. Bon, mais on se verra. J'espère que mon directeur sera d'accord pour y aller aussi. On peut négocier peut-être avec le budget de la France. Pour Amsterdam, d'ailleurs, pour information, on présente sur CQL. Je ne sais pas si ça parle à grand monde ici, mais du coup, c'est pour moi un peu l'étape d'après Fire, puisque c'est la modélisation de tout ce qui va être processus et arbre de décision. Et donc, si derrière, on peut automatiser un certain nombre de choses avec ça. Clinical Quality Language. Et c'est en effet pour représenter toutes les règles d'aide à la décision clinique. On avait Vidal qui avait présenté des règles en CQL pour le CDS HOOC, donc sur la détection des interactions médicamenteuses, et le replay est dispo sur le YouTube pour les personnes qui veulent. D'ailleurs, je vais mettre le lien de la chaîne YouTube avant de dire au revoir à tout le monde, si tout est OK. Et non, Cassandra. Voilà, le lien de la chaîne YouTube. Et si ça convient à tout le monde, on va laisser parler les gens, je le dis décidément. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère qu'il y aura un nouvel événement rapidement. Ça dépend de vous. Venez vers moi pour proposer des sujets. Et puis en attendant, on a plein d'événements, que ce soit en mai, en juin ou à la rentrée pour se voir en vrai. Donc j'espère que vous ferez partie de ces événements et que vous continuerez à animer la communauté. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci pour l'organisation, Julie. Au revoir.